aujourd'hui, être une femme, c'est compliqué dans la vie, et encore plus dans l'entrepreneuriat. Tu vois, quand t'arrives dans des déjeuners où majoritairement, il y a que des mecs, tu vois, qui pèsent, et tu vois, il y a 2-3 filles, alors qu'elles pèsent aussi, tu vois, mais qu'on les prend pas vraiment au sérieux, bah, c'est relou. Et j'ai vraiment envie de mettre ça en avant, c'est que tu peux être une femme entrepreneur et tout casser, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Bienvenue dans le Level Upper, le podcast qui envoie ton entreprise vers la croissance et au-delà. Chez TBP Entrepreneurs, on pense que le succès n'est pas un hasard et qu'il existe des similitudes entre les entreprises qui réussissent. Mais lesquelles sont-elles ? Quels sont les leviers à activer pour atteindre cette fameuse croissance ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes directement adressés à des figures inspirantes issues de l'univers de l'entrepreneuriat. Tu t'apprêtes à participer à une aventure incroyable autour de l'univers de l'entrepreneuriat. Alors attache ta ceinture car ça va décoller. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez une super pêche et que tout se passe au mieux dans vos business ainsi que vos vies. Comme vous le savez, chaque semaine, on accueille un entrepreneur de talent. Aujourd'hui, nous sommes avec Sophia. L'objectif est clair, aller toucher leur but croissance et au-delà. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être un petit peu mal poli. Je ne vais pas la présenter et je vais la laisser se présenter elle-même. Bonjour Sophia, comment vas-tu ? Coucou, c'est cool. Bah écoute, ça va trop bien. Je suis trop contente d'être là aujourd'hui. J'aime trop le décor. Merci. Donc j'ai trop hâte et puis ça va bien se passer. Super. Bah écoute, franchement, on a hâte aussi de commencer le podcast et on est très très content de t'avoir parce qu'on te suit sur LinkedIn depuis un petit moment et il y a ma collègue aussi Aminata qui m'a parlé de toi. Voilà, faut qu'on l'invite, community manager de dingue, etc. Elle poste des contenus, c'est waouh. Donc je me suis dit, il faut impérativement que tu viennes échanger ton expérience ici parce que les entrepreneurs peuvent en tirer vraiment de véritables leçons. Avant de commencer, moi ce que j'adore c'est je suis friand de d'histoire d'entrepreneur concrètement. Donc j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi. Déjà quoi de beau dans ta vie, quoi de new et surtout que tu me racontes ton histoire entrepreneuriale. N'hésite surtout pas à rentrer dans le détail, nous on adore ça. Ok, donc là on va partir sur les croustilles. Exactement, I like it. Ok, alors du coup pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sophia, j'ai eu 21 ans et je me suis fait un petit peu connaître sur les réseaux, notamment LinkedIn, parce que j'étais en recherche d'une alternance, donc pas l'entrepreneuriat au début. Du coup, mon parcours entrepreneurial, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? À l'heure où je vous parle, j'ai pris une année de césure dans mes études pour lancer mon business. Donc ça a été une décision que j'ai mûrement réfléchie parce que je pense que quitter ses études pendant un certain temps, c'est pas facile. C'est quelque chose qui se réfléchit et surtout que c'est une vie qui change parce que du coup moi j'ai connu que les études, tu vois, donc c'est complètement différent. Mais l'entrepreneuriat ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours aimé en fait parce que c'est ce côté où il y a le challenge et en fait c'est vraiment faire grandir une idée que t'as en tête et la voir éclore. Donc moi, c'était vraiment ça que je voulais faire dans ma vie. De base, je voulais être médecin. Ça s'est pas fait. Okay. J'en ai parlé plusieurs fois, mais voilà. Mais on rebondit, tu vois. Je pense que la vie est faite comme ça. Il y a plein de choses qui se passent et puis il faut juste prendre les choses comme elles viennent et puis évoluer avec. Donc j'ai fait le parcours classique, hein. J'ai mon bac S, après j'ai été en fac, donc j'ai fait 3 ans de fac, mais je l'ai pas terminé parce que ça m'a pas plu. Et il faut savoir un truc, c'est que quand quelque chose me plaît pas, je le fais pas. Donc bon, ça m'a pris 3 ans quand même pour comprendre que ça me plaisait pas. Mais c'est pas grave, j'ai pas mal rebondi et du coup là je suis partie en école de commerce et en fait c'est vraiment là où mon âme d'entrepreneur elle a pris le dessus sur qui j'étais parce que ça a été un moment où déjà je me remettais grave en question sur ma vie et ce que je voulais faire. Il y a eu plein de choses qui s'étaient passées et je m'étais dit ok là c'est un nouveau départ pour moi, notamment dans mes études mais aussi dans ma vie. Du coup Sophia qu'est-ce que tu veux ? Et c'était pas facile au début forcément parce que se remettre en question c'est toujours un peu compliqué mais j'ai trouvé ma voie parce que ça a été révélateur, c'est-à-dire que lors de conférences, tu vois, dans mon école il y avait une coach du why intérieur, donc vraiment en fait ce qu'on veut faire etc au plus profond de soi, pourquoi par exemple le matin tu te lèves, pour quelle raison, tu vois. J'ai kiffé parce que ça m'a vraiment
fait du bien, parce que c'était les questions que je me posais, j'avais du mal à les poser. Du coup, là, le fait qu'il y ait un professionnel devant moi qui me pose ces questions, ben, j'étais plus apte à y répondre, tu vois. Et j'avais pris un peu le temps, forcément, auparavant, d'y réfléchir, donc c'était la suite logique. Et tu sais, pour moi, rien n'arrive par hasard. Et je me suis dit, en fait, si je me pose autant de questions et que ce moment arrive avec elle, c'est que c'est pas pour rien, donc Sophia réfléchit vraiment, tu vois. Et en fait, ça a été, du coup, comme je t'ai dit, assez révélateur. Et en fait, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de travailler pour moi, j'ai envie de faire plein de choses. En vrai, je suis hyper créative, sauf qu'il me manque ce truc, tu vois. J'ai pas ce truc pour le développer. Donc, il y a eu un passage de grosse frustration où tu te dis, ok, genre, je sais que je peux faire 1000 trucs, mais quel truc Donc ça, c'est galère de ouf, mais c'est pas grave parce que ça prend le temps qu'il faut, tu vois. J'ai pas de doute sur ça. Pour moi, plus tu prends le temps de réfléchir et un jour, tu verras que l'idée, elle va venir et tu vas même pas te rendre compte, tu vois. Donc ça s'est passé comme ça. Donc le premier projet que j'ai effectué, on va dire, c'était le podcast. Ouais. Donc mon petit podcast, mon petit bébé, comme j'aime bien le dire, parce que c'est mon projet entrepreneurial, mais le premier, du coup, tu vois. Donc ça a été, ok, bon, bah, je veux créer un podcast, mais quoi ? Et c'était, bah, tu sais, moi, en vrai, je donne toujours plein de conseils à mes amis dans la vie au quotidien. Je commençais à me développer un petit réseau d'entrepreneurs, tu vois, et je m'étais dit, ok, moi, je veux être entrepreneur. J'ai pas toutes les clés, parce que je suis hyper novice, hein, tu vois. Je sais pas trop comment me renseigner. Ouais. Et je me renseigne un petit peu autour de mes amis entrepreneurs. Donc pourquoi pas créer un podcast qui aide aussi les autres entrepreneurs à avoir les petits tips et conseils, tu vois. Et puis je l'ai tourné un petit peu dans le sens où il s'appelle Bossy, genre parce que j'ai envie d'être une girl boss dans ma vie, tu vois. Donc il y a ce côté un petit peu marrant, mais que j'avais envie d'apporter parce que... Aujourd'hui, être une femme, c'est compliqué dans la vie, et encore plus dans l'entrepreneuriat. Tu vois, quand tu arrives dans des déjeuners où majoritairement, il n'y a que des mecs, tu vois, qui pèsent, et tu vois, il y a 2-3 filles, alors qu'elles pèsent aussi, tu vois, mais qu'on les prend pas vraiment au sérieux, bah, c'est relou. Et j'ai vraiment envie de mettre ça en avant, c'est que tu peux être une femme entrepreneur et tout casser, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Donc c'était le défi. Donc ça a été le premier projet, ça s'est bien passé. Bon, ça s'est pas passé comme je le voulais, mais je pense que ça, c'est les entrepreneurs, hein, tu vois. Exactement. Rien ne se passe comme tu l'avais prévu. Mais voilà. Ensuite, je me suis vraiment développée sur LinkedIn, comme tu l'as vu. Moi, c'était une plateforme que je connaissais pas. Et j'ai ce truc, tu sais, que quand je connais pas, j'ai envie de savoir par moi-même. Ouais. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y Sophia, lance-toi, regarde ce qu'il y a, etc. Au début, tu sais, j'avais 0 abonnés sur LinkedIn, vraiment. Moi, j'avais demandé aux gens de ma classe, ouais, vous pouvez m'ajouter et tout. Elle a gratté l'amitié. J'ai gratté l'amitié, mais au final, c'est eux qui me grattent l'amitié, tu vois. Ouais. Parce que des fois, franchement, ils me prenaient pour une folle. Hein. Ouais. Ils me disaient, mais c'est bon, arrête avec LinkedIn. J'étais, mais non, moi, je veux voir. J'étais en mode, s'il vous plaît, si je vous ajoute tous, genre là, je suis à 35 abonnés, tu vois. Vraiment, j'en sais, c'est n'importe quoi, mais en vrai, c'est grave une bonne anecdote, tu vois, quand carrément. Tu regardes. Au final, et même eux, genre aujourd'hui, je reçois des messages qui me disent, ouais, mais c'est trop bien, genre au début de l'année, tu vois, t'avais personne qui nous demandait de nous t'ajouter, etc., et de liker tes posts, et aujourd'hui, t'as 5000 personnes qui te suivent, genre, tu vois, c'est dingue. Donc, ouais, je suis grave contente, mais ça a commencé comme ça. Et puis, petit à petit, quand je faisais des déjeuners networking, et je voyais que les gens, ils parlaient grave de LinkedIn. Ouais. Donc ça, c'était, tu vois, pendant que j'étais en train d'observer un petit peu avant de me lancer. Et j'étais en mode, mais pourquoi eux, ils ont des opportunités de fou avec LinkedIn et je suis pas au courant. Tu vois, il y a ce truc de, moi, je veux être partout, tout le temps, parce que je me dis, il y a toujours un truc à apprendre. Et du coup, j'ai écrit mon premier post. Ok. Comme les gens faisaient, tu vois, j'ai regardé un petit peu comment ils écrivaient, j'ai dit vas-y, je vais écrire comme eux, je vais faire une petite phrase d'accroche, tu vois. et de fil en aiguille, tu commences à te faire un peu de réseau, et après les gens, quand tu les rencontres dans la vraie vie, c'est beaucoup plus simple, tu vois, parce que du coup, ils s'identifient un petit peu plus à toi, et puis après, ils viennent te follow, écrire un petit post, un petit commentaire sous ton post, et de fil en aiguille, t'arrives à un petit nombre de personnes, et je suis trop contente. Donc voilà un petit peu l'histoire. Et puis là, j'ai un gros projet entrepreneurial qui arrive. Ouais. Est-ce que tu peux nous spoiler ce gros projet entrepreneurial ? Allez, let's go. C'est ça que je suis en train de réfléchir. Mais dans tous les cas, je compte en parler là, d'ici la fin du mois parce que je pars bientôt en vérité. Alors, là, je fais un peu de suspense. On aura l'exclusivité, c'est génial. Là, c'est juste pour vous, donc soyez contents.
Non, mais en gros, j'ai décidé de créer ma marque de thé matcha. Ok. Donc, gros projet, parce que j'ai pas envie de faire les choses à moitié. Donc là, ce que je m'apprête à faire, c'est de partir au Japon pour aller chercher Super. le thé matcha de moi-même et d'aller voir mes fournisseurs, les producteurs, les fermes, comment se passe la récolte. Et en fait, j'ai envie de voir de tout, en fait, de A à Z. Et ça me tient énormément à cœur. Tu vois, moi, je me suis toujours dit, le jour où je crée un business, c'est pour faire les choses bien et pas n'importe comment. Donc, l'idée m'est venue, alors que, tu vois, je pensais pas à ça du tout au début. C'est pour ça que je t'ai dit, tu vois, il faut toujours attendre, en vérité, le bon moment, parce qu'il y a toujours un truc qui viendra en toi, qui va résonner plus que les autres choses. Mais du coup, cette idée est venue. J'ai créé ça, du coup, avec ma meilleure amie, qui est mon associée. Et je suis trop contente parce que déjà on s'entend super bien sur ça, on a la même vision et en fait c'est un peu grâce à elle que le projet est né, même si c'est moi qui ai réfléchi. C'est parce que en fait elle est fan de thé matcha. Ok. Faut savoir qu'elle boit ça matin, midi, soir. Et tu sais, moi au début j'étais en mode mais c'est quoi cette boisson de fou, tu bois du verre toute la journée et tout, tu vois. Et en fait les peu de fois où j'avais goûté du thé matcha, c'était tu sais, trucs bateau genre Starbucks, etc. C'est pas ouf. On va pas se mentir, tu vois, c'est un peu le goût de terre, j'étais en mode c'est un peu bof. Et en fait, il y a une fois où en gros je suis partie en vacances avec elle et on était à côté en fait d'un truc qui s'appelait Organic Food. Ok. Et du coup, nous comme on est des grandes fans de jus, on était partis là-bas et elle avait pris un matcha. Et là, révélation. J'étais en mode, mais c'est tellement bon. Et elle me dit, non, ouais, mais parce que c'est vraiment ça le matcha. Elle me dit, c'est pas le matcha que tu consommes dans des petits coffee shops, tu vois. Enfin, c'est vraiment pas de la bonne qualité. Et en fait, elle m'a appris à consommer le matcha, à l'apprécier et aussi à comprendre en vrai le goût du matcha, tu vois. Il y en a avec plus ou moins d'amertume, etc. Et il y a même, tu sais, des fois des saveurs sucrées alors que c'est une plante, tu vois. Et en fait, de fil en aiguille, je récoltais des informations, mais je me suis dit, mais en fait, pourquoi on créerait pas notre marque à nous ? Elle m'a dit, bah ouais, en vrai, tu vois. Et bah, c'est parti de ça, en fait. Tu vois que ça part d'un tout petit truc où moi, j'aimais pas ça. En fait, ça m'intéresse. Et bah, pourquoi on crée pas notre thé matcha où même moi, genre, je vais me battre à fond pour trouver le goût et qu'il fasse comprendre aux gens que, tu vois, c'est ça le vrai matcha parce que c'est de la qualité et c'est le vrai produit, tu vois, c'est ça. Et du coup là je m'envole pour le Japon d'ici 2-3 semaines et je suis trop contente parce que ça va être une aventure de dingue et j'ai hâte de voir la suite parce que c'est un projet où je me suis mis à fond, tu vois. Genre ça fait 5-6 mois que je travaille dessus et tu sais tu dors de ton entreprise, tu vois. Genre moi la nuit des fois je me réveille, je suis en mode mais j'ai oublié de faire ça, tu vois. Et bon, c'est un peu de la folie, on va pas se mentir. Non, c'est vraiment ça. J'en témoigne également. C'est que quand t'as un projet, t'es habité par le projet, que tu dormes, que tu manges, que tu sois, peu importe les lieux, même que tu sois dans la douche, tu penses ce projet parce que ça t'anime, quoi. C'est un truc de dingue. Je peux être à la salle de sport en train de courir. Je suis en train de m'imaginer en train de closer un deal. Si j'arrive à faire 10 km par exemple en 40 minutes, j'ai closé le deal. Donc je pense entreprise et entrepreneurial, vraiment, enfin c'est comme on le dit, skin in the game, quoi. Je le vis en permanence et je pense que c'est ce qui t'arrive aussi. Ouais, mais tu sais, c'est pour moi je dis tout le temps ça, c'est que les entrepreneurs c'est des passionnés en vérité. Ils sont tellement passionnés par leur projet, ils y croient tellement à fond et c'est ça qui fait que leur business marche, hein, tu vois, généralement, parce que plus tu crois à ton projet, plus ça marche, parce que du coup tes méninges roulent un peu plus que d'habitude, tu vois. Mais c'est fou et je trouve que ça fait du bien aussi, tu vois. Je sais pas toi comment ça a été, mais tu sais, quand tu passes du salariat où tu te sens pas forcément tip top, tu vois, et que tu passes à un projet où genre ça t'excite tout le temps, et ben c'est trop bien. Donc j'ai trop hâte de voir la suite et puis j'espère une sortie pour décembre 2023. Mais écoute, franchement, j'ai hyper hâte aussi de voir le projet le projet sorti parce que je vois les étoiles dans tes yeux. Ça se voit que ça t'anime énormément et ça fait plaisir de voir ça. Du coup, pendant que tu étais en train de parler, il y a eu énormément de questions qui me sont venues en esprit. Déjà le why, parce qu'on a parlé de why. Tu m'as dit que voilà, tu avais un professeur en questionnement intérieur, si on peut dire ça comme ça. J'aimerais te poser la question déjà. C'est quoi ton why ? C'est quoi qui t'anime pour vouloir continuer déjà
en fait, déjà avoir pris le cap de te lancer sur LinkedIn, parce que tu as parlé de tes amis qui, non pas qui se moquaient de toi, mais voilà, LinkedIn c'est un réseau de vieux, c'est un réseau de professionnels, voilà, on est étudiant, on a 20, 21 ans, Snapchat, tu vois, c'est ça, ou Insta, ou TikTok. Donc concrètement, toi, pourquoi est-ce que tu t'es vraiment dit, il faut que je me lance sur LinkedIn, le réseau, je vais pas dire le plus chiant, mais le réseau du B2B concrètement. Et le moins connu en vérité. Exactement, et je dirais pas le moins connu. Le plus incompréhensible, non, voilà, par les jeunes. Le plus incompréhensible par les jeunes, surtout on est dessus pour faire la recherche d'alternance, la recherche de stage. D'ailleurs, on échangera dessus parce que j'ai vu pas mal de posts à toi dessus. Ouais. Et puis voilà, mais ma première question déjà c'est why ? C'est quoi ton why ? Qu'est-ce qui t'anime ? Alors, moi, ce qui m'anime, je pense que tu vois, le why intérieur change un peu tout le temps. Donc, ce qu'il était il y a 6 mois n'est plus ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est à peu près le même. Dans le sens où moi, ce qui m'anime déjà, c'est de faire des choses qui me plaisent. C'est que j'ai envie de m'épanouir dans ce que je fais, et ça, c'est la raison principale de tout ce que je fais aujourd'hui. C'est que je réfléchis énormément et je veux toujours être en accord avec moi-même. Après, tu vois, moi, je déteste l'injustice. Tu vois, si j'avais pu être avocate, je pense que je l'aurais fait. Mais c'est un peu trop compliqué pour moi. J'ai fait du droit, j'étais nulle, tu vois. Mais il y a ce truc-là aussi où je déteste voir l'injustice. Donc, je me bats toujours pour mettre les gens en avant, pour défendre nos droits. Tu vois, moi, quand j'étais étudiante, des fois, c'est pas facile de se prendre des réflexions ou même de se sentir inférieur. Donc, tu vois, toutes ces petites choses aussi, ça m'a propulsée vers LinkedIn et de me dire, tu vois, j'ai cette force de caractère, je le sais. Je me suis jamais laissée faire, tu vois. Moi en primaire, pareil, je défendais toute la classe, tu vois, tout le monde m'était délégué même si je voulais pas. Enfin, tu vois, j'ai toujours eu ce truc de force de caractère pour défendre les gens, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc il y a ce truc aussi en moi où je me dis, j'aimerais bien aider les gens. Donc ça a été aussi avec le podcast. Là, ça l'est aussi avec un peu ma société de thé matcha, parce que c'est en mode j'ai envie de faire découvrir des nouvelles saveurs. Ouais. J'ai envie pas d'éduquer les gens, mais tu vois, apprendre à consommer, tu vois, ce thé matcha, parce que on parle d'un goût qui s'appelle umami, tu vois, qui représente tellement de choses et qu'on peut pas décrire. Et c'est ce truc, la découverte, l'appréhension, etc. Donc je pense que mon voyage intérieur, c'est un peu tout ça, c'est de me sentir bien avec moi-même, de faire les choses bien pour pas qu'on puisse me reprocher certaines choses, et d'aider les gens. Si je dois résumer vraiment, c'est être épanoui dans en esprit comme en physique, vraiment être bien, quoi. C'est le plus important. Super. Maintenant, mon autre question, c'est surtout cette partie LinkedIn. Vraiment, je veux savoir, parce que j'ai été jeune aussi, je pense être encore un petit peu, mais c'est vrai que moi, dans ma, je ne vais pas dire jeunesse, mais il fut un petit temps, LinkedIn, j'y allais parce que je cherchais du boulot. Ouais. Donc toi, concrètement, tu fais des posts dessus, et c'est pas n'importe quel type de post, parce que c'est des posts qui atteignent des 1000 likes, etc. Et j'aimerais que tu en parles un petit peu. Voilà, pourquoi est-ce que tu décides de faire ces types de posts-là, surtout à destination des étudiantes, etc. Peut-être que, voilà. Et comment est-ce que tu fais justement pour avoir ces 1000 likes, etc. Comment est-ce que tu fais pour être attractive sur LinkedIn ? Alors du coup, comment je me suis lancée sur LinkedIn, j'ai fait le parcours classique aussi, un jour chercher une alternance, tu vois. Ok, la base. Donc pareil, j'étais intriguée par la plateforme, donc pareil, je t'avais dit, je connaissais pas, etc. Je venais de perdre mon alternance, et j'étais en mode, waouh, comment je vais faire pour trouver une alternance. Du coup, on m'a conseillé d'aller sur LinkedIn aussi, tu vois, en mode, fais un post, etc. Je me dis, mais les gars... j'ai 2 abonnés, genre. Ouais. Je veux bien, tu vois, mais bon, c'est qui va aimer mon post, tu vois. Enfin, personne. Et du coup, je l'ai quand même fait. Donc, je l'ai fait. Et dis-toi, après, je suis partie en vacances. Genre, j'étais en mode, faut que je me focus sur autre chose et que je revienne encore plus forte, tu vois. Donc, je pars, etc. Et en fait, pendant ces vacances-là, je réfléchissais beaucoup. Je me suis dit, ok, là, j'ai fait un post, etc. Je connais pas la plateforme, faut que je me renseigne, etc. Et après, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de faire des déjeuners networking, tu vois, avec des pros LinkedIn. Des gens qui ont genre 50, 60, 70 000 abonnés. Et en fait, comme j'observais leur réussite et genre toutes leurs OP qu'ils pouvaient avoir, j'étais en mode, mais moi aussi je veux ça.
Et ça a été, voilà, je vais réfléchir sur ce que je vais poster. Donc, mes événements, je les poste. Quand je rencontre une personne, vas-y, je le poste, etc. Et puis après, tu te crées un petit réseau. Donc, petit à petit, tu rencontres de nouvelles personnes. Et en fait, tu rencontres aussi de nouvelles manières d'écrire. Ouais. Parce que le copywriting, c'est tout un art. Tu vois, pour moi, c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est un vrai travail. Pour ceux qui pensent que c'est que écrire, non. Vraiment pas, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment ça se réfléchit énormément. Donc, il y avait tout ce côté où il fallait que j'apprenne aussi, à côté le copywriting. Donc, ça s'est fait petit à petit. Et en fait, après, je me suis posée et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux que ma page LinkedIn ressorte, en fait. Qu'est-ce qui va se passer sur cette page pour qu'on se dise, ok, il faut que je vienne la suivre, etc. Donc, je me suis dit, ok, moi... j'ai une force que certains n'ont pas, c'est que je suis entourée que d'entrepreneurs et on va dire les gros LinkedIn, c'est ça, tu vois. Moi, je suis étudiante, donc genre je suis complètement différente d'eux. Donc je me lance un peu dans l'entrepreneuriat, mais c'est encore timide, tu vois, par rapport à eux. Donc je me suis dit, j'ai cette force-là, écoute, je vais poster dessus, voilà. J'ai fait ça, je cherche une alternance, j'ai trouvé une alternance, moi j'ai telle compétence. Aujourd'hui, l'école, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Est-ce que j'ai fait des bons choix ou pas ? Et en fait, au début, j'ai vraiment communiqué sur ça. Et puis, je voyais que ça prenait un petit peu, forcément, parce que les gens, ils t'encouragent. Et c'est ça qui est hyper bien sur LinkedIn, c'est que j'étais une étudiante, j'avais rien fait de ma vie, et les gens, ils étaient trop contents de voir ça, tu vois, de voir quelqu'un qui a envie de faire des choses et qui n'a pas peur d'être soi-même, parce que j'ai été authentique dès le début, tu vois, je voulais pas m'inventer un genre. Moi, au début, on me dit, ouais, du coup, c'est quoi ta boîte ? Je suis en mode, rien. Tu vois, je cherche des followers. Ouais, c'est ça, il me dit, ouais, pourquoi, du coup, tu fais ça ? Je dis, pour voir, hein, tu vois, c'était vraiment les gens, même des fois, ils me regardaient en mode ok, trop bien, mais ok, tu vois, et j'aimais bien ça. Et après, jusqu'au moment où je me suis dit, vas-y, je vais lancer mon podcast. Du coup, ma page LinkedIn m'a grave servi parce que quand j'allais aux événements, déjà, je faisais 2 à 3 événements par semaine, tu vois, donc ça fait beaucoup de monde. Ouais, mais moi, je kiffais. Je rencontrais du monde et tout, genre je suis hyper sociable, donc ça me posait pas de soucis. Mais je parlais de mon podcast et en fait, les gens me disaient, ah ouais, mais du coup, comment on peut écouter ? Est-ce que t'as un truc, etc. Et je me dis, non. Genre j'avais aucune communication dessus à part la communication verbale avec les autres, tu vois. Et je me suis dit, ok, Sophia, tu veux créer un podcast, c'est cool, t'as personne qui te suit, t'as pas d'audience, faut en créer une, tu vois. Et aujourd'hui, dis-toi que 95% de mes audiences sont grâce à LinkedIn. Incroyable. Et pas les autres réseaux, tu vois. Alors que le premier truc qu'on se dirait, c'est vas-y, faut se lancer sur TikTok, on fait ci, on fait ça. Ouais. Alors que non, tu vois, c'est bien, mais si tu peux combiner d'autres choses, c'est encore mieux, tu vois. Donc j'ai commencé à créer ce challenge où je me suis dit, vas-y, Sophia, t'as 70 jours pour créer un podcast et pour créer une audience. Donc j'ai montré un petit peu ce qui se passait, tu vois, que ce soit l'achat de matériel, comment j'allais axer mon podcast, les invités, je teasais un petit peu, tu vois, je parlais par exemple de mon logo, tu vois, etc., ma miniature, enfin je disais tout plein de choses. Pour que les gens puissent se dire, ok, là elle est en train de créer un truc, donc tu vois, quand ça sort, on a envie d'écouter. Et je spoilais grave les gens en disant, ouais, vous inquiétez pas, le premier épisode, je vais inviter ci, ça, tu vois. Et des fois il y a des trucs qui se sont pas faits, mais c'est pas grave. Mais au moins, tu vois, ouais, voilà. Et puis même, au moins, ça attire forcément des personnes, tu vois. Donc ça a été aussi d'autres postes en parallèle, tu vois. Donc étudiante qui crée son podcast, donc forcément, ça plaît, c'est trop bien. Et puis il y avait ma recherche d'alternance où je communiquais quand même assez beaucoup dessus. Et en fait, une fois, j'ai fait un post où je disais, voilà, en fait, là, il me reste genre une semaine pour trouver une alternance. Chaud patate. C'est chaud, surtout que c'est cool, les gars, vous me suivez, on se dit qu'on s'aime bien, mais aidez-moi. On fait comment ? Vous me donnez de la force ou pas ? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai écrit un post et franchement, il a pas mal marché parce que j'ai eu la chance, c'est que j'ai eu des grosses têtes, tu vois, comme Michel Coury qui ont aimé ce post-là. Et du coup, forcément, quand il y a un compte à 250 000 abonnés qui te like, ça fait que bumper et les gens te voient, etc. Donc, grâce à LinkedIn, j'ai trouvé mon alternance, quoi. Écoute, c'est super cool. J'ai l'impression que LinkedIn, c'est l'Eldorado des entrepreneurs ainsi que des étudiants. Et pour témoigner aussi, c'est l'Eldorado quand tu fais du B2B aussi. Donc c'est hyper, méga, ultra important et intéressant. J'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de raconter ton histoire petit à petit, l'histoire du lancement du podcast. Je trouve que c'est hyper intéressant et j'aimerais que qu'on échange dessus. Parce que lancer un podcast ou lancer un projet du jour au lendemain, c'est pas évident et les gens ne se rendent pas compte de la
de la charge de travail que l'on mène. Et très souvent, on entend aussi ne raconte pas toi, tout le monde fait-le et après raconte. Et je trouve que sur LinkedIn ou sur d'autres types de réseaux, moi je trouve personnellement que c'est hyper important justement de raconter ça parce que ça prépare les personnes concrètement au lancement officiel. Donc j'aimerais que tu me parles un petit peu du lancement de ton podcast, comme si c'était un lancement de produit. Hein. Comment est-ce que tu l'as organisé? Comment est-ce que tu t'es débrouillé? Quelle est la logistique que tu as mis en place? Houston, es-tu là? Je répète, Houston, est-ce que tu me reçois? J'interromps ce podcast à quelques secondes pour partager avec toi notre prochaine mission, Expédition Levelopers, la fusée qui envoie ton entreprise sur orbite croissance. Comme tu le sais, de nos jours, il est devenu très simple de créer une entreprise. Par contre, faire de la croissance relève d'une toute autre histoire. Alors, avec la base de lancement spatial TBP Entrepreneurs, on a décidé de mettre en place cette fameuse expédition. Pour plus d'informations ou pour t'inscrire au prochain décollage, rendez-vous sur notre site internet www.tbpe.fr. Allez, on appuie sur l'accélérateur vers la croissance. Alors déjà tout d'abord, ça a été un travail avec moi-même, tu vois, en premier lieu, parce que je me suis dit, si je commence une communication, c'est pas pour l'arrêter et ne rien faire au final. Donc déjà, il fallait que je sois sûre de mon projet, sûre de ce que j'allais faire, et forcément, j'ai commencé à en parler autour de moi, tu vois. Donc, il y a des choses, je suis d'accord sur, faut pas trop en dire. S'il y a des choses, c'est un peu confidentiel et tu vois, vas-y, faut pas en parler. Mais je suis quand même d'accord sur le fait qu'il faut divulguer un peu ce que tu vas faire parce que déjà, faut voir si ça va plaire aux gens. Parce que si ça plaît pas aux gens, crois-moi, tu vas pas convertir en client, tu vois. Exactement. Donc, faut en parler, etc. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à poster, etc. Ou même par rapport à ma société de Temacha, tu vois. Je me suis dit, tu sais quoi, ça fait genre 2 mois que je gardais ça pour moi et tout, et je me suis dit mais là je vais leur en parler. Donc tu fais un premier post, tu dis bon voilà, je lance un truc. Ok, tu t'es lancé. Voilà, là je lance un truc, je vous dis pas quoi, mais en gros il va y avoir ci, ça, et en fait moi ce que je fais, moi j'aime bien jouer un jeu, tu vois. Donc en fait je fais des petites énigmes où je laisse en fait des petits indices. Et là en gros ce que j'ai préparé pour l'annonce, c'est de faire en fait comme un montage où genre je vous montre tous les indices que je vous ai mis, qui vous disaient en fait c'était quoi le produit. Sauf que personne l'a trouvé, tu vois. Et en fait moi j'aime bien jouer comme ça parce que t'en dis un petit peu, tu vois, tu dis bon voilà je lance un projet. Et par exemple, si t'es avec un fournisseur et que ça se passe mal, tu te dis ok, là ça s'est mal passé. Et les gens, je sais pas pourquoi, ils aiment trop quand ça se passe mal. Ils adorent. Ils adorent. Carrément. Mais c'est horrible, tu vois. Donc c'est bien parce que du coup, au moins tu te fais une audience, etc. Mais bon, c'est compliqué à vivre, mais ça ramène grave du monde sur ton profil ou peu importe, tu vois. Et en fait, c'est là, à partir de ce moment-là, que les gens commencent à revenir ensuite sur ta page pour voir ok, elle avait ce problème-là. Est-ce que maintenant ça va, tu vois. Donc, c'est des éléments stratégiques, tu vois. Pour moi, une com, ça se fait... de toute façon, c'est pour ça que les rétro-planning existent, tu vois. Genre, ça se fait entre 6 mois et 1 an, tu vois. Donc, c'est vraiment un contenu qui se réfléchit. Toi, tu sais à peu près, tu vois, quand est-ce que tu veux lancer ton projet. Tu sais à peu près les grosses étapes. Et ben en fait, t'adaptes tes posts à partir de ces grosses étapes, tu vois. Et pour moi, il faut teaser à fond, mais en donnant envie. Ça veut dire qu'il faut que tu interagisses, tu vois, en mode ouais, vous avez des idées, à quoi vous pensez, est-ce que vous pensez que ça se serait mieux, un truc bête, tu vois, t'as envie d'avoir des abus sur ton logo, tu dis ok, vous pouvez favoriser, vous mettez un cœur si vous préférez ce logo ou un pouce. Mais là, crois-moi que tu vas avoir plein de likes, tu vois, parce que les gens ils s'intéressent, ils ont envie d'être investis dans ton projet et comme si c'était le leur, tu vois. Donc c'est hyper important d'engager ta communauté quand tu veux créer un produit. Et puis après je pense qu'au niveau de l'annonce, tu vois, les gens pensent que ça s'arrête ici alors que non. T'as tellement teasé genre pendant 6 à 8 mois ton projet que quand il est lancé, c'est le travail les plus dur après. Exactement. C'est trop compliqué. La livraison. Ah ouais, la livraison elle est trop compliquée parce que les gens ils disent ok c'est bon on a eu son produit, on s'en fiche. Ouais mais non, restez tu vois parce que je développe un produit mais c'est que 1 parmi 10 que j'ai préparé pour vous, tu vois. Et il y a toute une histoire à raconter encore, faut que tu parles aussi de tes stocks, comment tu gères d'être en rupture de stock. Imaginons si t'as prévu... genre tu vois 100 commandes et que genre tu t'en reçois 1000, genre comment tu gères les 900 autres qui vont pas recevoir leurs commandes. Du coup ça va être un travail après avec les autres fournisseurs que tu reçois, etc. Il y a tellement d'autres problèmes encore après que tu peux partager, etc. et qui vont faire accroître encore plus ton audience et qui vont donner envie, tu vois. Et après aussi ce qui est super important c'est de les faire tester vos clients même, quoi.
tu vois. Alors tu peux pas faire un produit sans que la personne le teste et que sans que tu aies des retours de personnes réelles, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qui joue, parce que ok, la communication genre sur les réseaux elle est hyper importante, mais on oublie trop souvent la communication banale du bouche à bouche, tu vois. Bouche à oreille, bouche à oreille. Bouche à oreille, désolé. Parce que communiquer bouche à bouche, ça risque d'être compliqué. Hein. Disons bouche à oreille. Hein, je ne sais pas si Elon Musk inventera peut-être plus tard un prototype de communication bouche à bouche, mais là... Je suis pas fan. Je suis pas fan non plus. Restons concentrés sur le bouche à oreille. Okay. J'ai dit ça tellement spontanément, c'est abusé. J'ai bugué. Mais t'inquiète pas, y a pas de souci. Apaise ton cœur, bois de l'eau, on va repartir tranquillement. Pour arrêter de dire des bêtises, du coup. Ouais. Mais je suis complètement d'accord avec toi, hein, l'impact du bouche à oreille. Bon, je vais te laisser continuer parce que le but c'est que tu puisses t'exprimer. Mais je partage entièrement ce que tu dis sur le bouche à oreille. C'est trop important et les gens ils oublient trop facilement ça, tu vois. Et ça, il y a le fameux aussi build in public qui est super important, tout ce qui est micro-trottoir, et d'aller faire tester aux gens dans la rue, leur demander leur avis, de créer des petits stands, tu vois, ou faire des events tout simplement où tu vas vraiment inviter les gens pour qu'ils viennent tous tester ton produit et de récolter des avis. Et en plus, c'est hyper important parce que tous les avis négatifs que tu vas avoir, ça va te permettre de repenser ton produit. Et ça, c'est de l'or. Exactement. C'est de l'or. Et les gens, ils oublient trop facilement ça. Ils se disent, ouais, mais c'est plus de la dépense d'argent, d'accord. Ok, tu dépenses de l'argent, mais c'est pas pour rien, tu vois. La communication, c'est fait comme ça. Quand on fait un budget prévisionnel, quand on voit que tu peux dépenser genre 20% de ton budget dans la communication, c'est que c'est pas pour rien, tu vois. Et pour moi, déjà, toutes les sociétés devraient avoir une com. Et je trouve ça déjà choquant quand je vois certaines boîtes qui n'ont pas de com, ou de community manager, ou responsable communication, etc. Je trouve ça un peu chaud, tu vois, surtout que tout se passe par là. Mais non, c'est hyper important. Et puis, c'est comme je t'ai dit, hein, c'est comme du pain béni, quoi. C'est les personnes qui vont donner leur avis, ça va te permettre de tout repenser et de faire les choses encore mieux après. Carrément. Je trouve que ce que tu dis, c'est hyper intéressant aussi, dans le sens où moi, je vois l'entrepreneuriat comme dans le sens où il n'y a rien de négatif. Ouais. Dans le sens où on apprend concrètement. Parce que tu vas lancer un produit qui ne va pas plaire. Mais si tu fermes boîte, tu ne pourras pas itérer, tu ne pourras pas updater. Il y a beaucoup d'entreprises qui, lorsqu'ils lancent un produit ou bien ont une offre et qu'ils ont des offres négatives, ils s'arrêtent. Non, tu ne t'arrêtes pas. C'est ces retours négatifs qui vont te permettre justement d'itérer. On va prendre un exemple du podcast que tu as lancé, parce que pour l'instant, c'est le produit que tu as avant de lancer le thé. Eh bien, si tu te serais lancé, je sais pas moi, dans un podcasting de thé et que tu te rends compte avant même d'avoir des retours, d'avoir fait des posts, etc., que les gens ne sont pas intéressés. Voilà, tu te rends compte de ça, mais après avoir lancé le produit, c'est dur. C'est complètement compliqué d'une part, et de deux, tu vas devoir itérer encore et encore, et on ne sait pas, parce que tu as peut-être dû avoir, je sais pas, une dizaine de stocks de podcasts que tu vas devoir écouler, plein de choses comme ça. Mais si tu commences déjà à teaser, si tu commences déjà à avoir des retours de personnes avec un semblant de prototype qui peut être là, par exemple, raconter ton histoire de montage du podcast, parler du logo, parler de la thématique, toutes ces choses-là, eh bien, au jour J, déjà, on va t'attendre au tournant ou pas. Déjà, ça, on aura l'occasion d'échanger là-dessus. De 1 et de 2, en fait, tu auras eu l'occasion de préparer les personnes au fait que tu vas lancer quelque chose et ils seront mentalement prêts à écouter au moins un épisode ou deux. Pas parce que peut-être il s'intéresse à toi ou pas, mais juste il s'intéresse au travail que tu as fait. On va voir ce que Sophia a fourni. Donc je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Et justement, tout à l'heure, tu parlais d'un fait aussi qui est les échecs. Les gens raffolent des échecs. Les gens ne veulent pas échouer, mais ils raffolent des échecs des autres. Et généralement, ce qu'on voit sur LinkedIn et sur les réseaux, on ne parle pas beaucoup d'échecs d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de storytelling. Oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça s'est super bien passé. Mais on sait que lorsque l'on creuse vraiment au fond, on voit que la personne a fait ceci, mais avant d'arriver à ceci, il y a eu tellement de merde, il y a eu tellement de ouch, tellement de coups de fouet, tellement de galères. Et justement, nous, on est friands de ça, on aime partager sur les échecs des entrepreneurs et surtout de ce qu'ils ont appris de ces échecs-là. Et moi, j'aimerais savoir si toi, tu as eu si tu as eu 2 ou 3 petits couacs qui te sont arrivés, et surtout, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir passer au-delà de ça. On est friands
des héros. Parce qu'une personne qui échoue et qui se bat pour réussir par la suite, pour moi, c'est un héros. Parce que l'échec, c'est une péripétie, concrètement. Donc, je veux savoir quelle est la Wonder Woman qui était en toi ou qui est encore en toi. Dis-moi tout. Elle est encore en moi parce que malheureusement, on fait toujours face à des petits soucis. Ouais. Mais principalement, tu vois, ça a été, par exemple, au niveau des écoutes. En plus, j'en ai même fait un post LinkedIn par rapport à ça. Où en fait, c'est simple, hein, quand tu communiques sur autre chose que ton podcast, les gens t'oublient. Et c'est pour ça que je répète encore que la communication, c'est hyper important par rapport à ça. C'est que forcément, quand tu sors des épisodes et que tu vois qu'il y a pas d'audience du tout, il n'y a pas de retour. Alors que moi, tu vois, j'ai de la chance aujourd'hui, c'est que sur chaque épisode que je sors, j'ai toujours des personnes qui viennent me faire des retours en DM, par exemple, tu vois. Et là, j'étais en mode, ok, j'ai pas de retour, j'ai pas forcément d'écoute, je me laisse 2-3 jours, etc. Je vois que même le post ne prend pas énormément, je me dis, bon, c'est bizarre. Tu vois, le post, je l'ai préparé comme avant, le podcast, j'ai autant travaillé dessus, voire même plus, tu vois. Et j'étais en mode, mais c'est quoi le couac ? Et en fait, ça te permet de te remettre en question. Et je trouve que c'est super bien, tu vois, parce que, ok, c'est décevant, mais au moins, tu sais que pour la prochaine fois, tu peux faire mieux, tu vois, parce que du coup, tu te dis, ok, t'analyses, tu te dis, ok, peut-être que c'est l'heure à laquelle j'ai posté, peut-être c'est comment j'ai communiqué, peut-être que, tu vois, là, j'ai trop parlé d'un autre sujet et que forcément, les gens, ils étaient bloqués sur ça, tu vois. Genre, il faut pas que tu fasses trop d'annonces en même temps, parce que du coup, il y a forcément un truc qui va être mis en avant et l'autre non. Donc, il faut constamment jauger quel truc va être mis en avant en premier, tu vois, et qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour que tu aies des écoutes. Donc c'est ça où j'ai eu la plus grosse difficulté, par exemple, dans mon podcast, tu vois. Mais on va dire que les plus gros échecs que j'ai eu là récemment, c'était plus dans ma société, tu vois, ou avec des fournisseurs, tu vois, où forcément on te promet mondes et merveilles et tu vois que non. Et t'es déçu parce que quand tu comptes sur les personnes et tu te dis ok, genre là j'ai fait genre 10 pas en avant dans ma société et qu'au final tu vois que ce que t'as reçu c'est... Désolée mais c'est de la merde, tu vois. J'étais dégoûtée et j'étais en mode mais tu sais, tu reconnais la qualité d'un produit à sa couleur. Déjà quand j'ouvre le paquet, je vois la couleur, je me dis mais quoi Et genre, la fille, tu vois, je lui ai dit, genre, si ça se passe bien, on signe ensemble, tu vois. J'étais en mode, mais t'imagines, j'aurais signé, etc., avant, etc., ou même j'aurais commandé plus de quantité, etc., mais quelle honte j'aurais eu, même de faire goûter ça aux autres personnes, tu vois. Donc j'étais en mode dégoûtée. Et en fait, t'es dégoûtée parce que t'as mis tellement de temps à trouver les personnes, tu vois, à vraiment analyser nombre de visios déjà en anglais. Donc ok, je parle anglais, mais il y a forcément des termes que je capte pas. Donc tu vois, je me suis concentrée vraiment pour comprendre ce qu'elle me disait, pour qu'au final, tu vois, je reçois pas du tout ce que j'ai voulu. Et après, pareil, tout ce qui est aussi niveau prix, etc., c'est des trucs qui se négocient tout le temps, mais bon, c'est toujours compliqué. Parce que t'évalues ta société à un certain prix, au final tu te rends compte que pas du tout. C'est des galères financières, tu vois, quand t'es entrepreneur, je pense que t'en as tout le temps et t'es toujours surpris. Tu sais, moi, avant que je lance ma boîte, j'étais en mode vas-y, je prépare genre tant d'argent. Je prévois 4 fois, tu vois, 5 fois même plus que le budget que t'as prévu, tu vois, genre t'es tellement choqué des dépenses que tu peux avoir. Genre moi j'ai appris déjà, même si par rapport à mon comptable, tu vois, j'étais en mode mais pourquoi il me faut un comptable maintenant Bah si, il en faut un, tu vois. Genre c'est plein de trucs que t'apprends et qui te tombent dessus, tu vois, que tu te rends pas compte, mais ça peut te faire mal et ça peut tu peux te dire ouais bah vas-y j'arrête. Mais en fait moi je pars du principe où genre j'ai fait tout ça, c'est pas pour m'arrêter. Tu vois, je peux pas m'arrêter et j'ai vraiment envie de concrétiser le projet. Et comme je t'ai dit, en plus plus j'en parle autour de moi, plus les gens ils ont trop hâte. Ils me disent ouais c'est quand on commande. Attendez les gars, tu vois, attendez. Donc j'ai trop hâte. Et puis comme tu le dis si bien, en vrai les échecs te forment et c'est toujours une bonne leçon. Parce que moi, tu vois, par exemple, là, quand je vais voir mes fournisseurs, je sais quoi dire. Je sais quoi demander en premier, etc. Je sais comment échanger, je sais comment négocier. Quand je reçois, tu vois, je sais directement, en fait, jauger si le produit va être bon ou pas. Donc, c'est plein de choses comme ça qui m'ont permis d'avancer plus vite après, même si j'ai perdu un tout petit peu de temps avant.
Super. Franchement, merci pour ce retour. C'est hyper intéressant. Et je le dis encore, il y a énormément de questions qui m'arrivent, mais je sais que le temps est limité. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger une prochaine fois. Oui, si le temps, si on n'arrive pas à partir sur tous les sujets. Mais là, tout de suite, j'ai une autre question. C'est plus sur ta péripétie là, si je comprends bien, t'as pris une année sabbatique. Ouais. Donc, enfin, plutôt pas sabbatique, mais une année plus de création d'entreprise, ça, ouais. plus de running, plus de marathon qu'autre chose. Donc, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment est-ce que tu as planifié cette année, quoi, pour lancer ta boîte. Déjà, il faut savoir que déjà, je fais pas que ça. Ok. Donc, forcément, l'emploi du temps n'est pas le même. Mais là, on va dire que j'ai prévu de grosses choses jusqu'à janvier. Et ensuite, je pense que c'est avec les mois où je vais prévoir jusqu'à plus, tu vois. Mais pour l'instant, déjà, je m'étais dit que là, comme je pars plus d'un mois, tu vois, ça va vraiment être le moment où je vais pouvoir me focus à 100% sur mon business et que je vais pouvoir travailler dessus à fond. Parce que là, tout est ok, dans le sens où genre j'ai fait 60% du travail, tu vois, j'ai déjà préparé ma com, etc. Genre je sais comment je vais faire, etc. On a tous les mood boards possibles et inimaginables, tu vois. Donc je me dis, il y a de ça qui est fait, mais en fait le plus gros qui me manque, c'est le produit. Donc j'ai pris un moment, comme je dis, un bon mois pour aller choisir tout ça, pour aller négocier les tarifs, puis voir aussi comment on exporte la matière, tu vois. Ça c'est pas évident, forcément, tu vois, on fait Japon-Paris, crois-moi que ça se passe pas comme ça. C'est ça, c'est pas à côté, les douanes, les machins, les prix, alors, il y a tellement de choses, mais ça va être aussi un peu sportif, mais ça va être cool, tu vois, au moins je vais apprendre plein de choses. Et puis, à côté, tu vois, je fais certaines interventions dans des écoles de commerce. D'accord. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de m'entendre super bien avec mon école où j'étais. Et en fait, ils m'ont fait confiance et ils m'ont dit, tu sais quoi, Sophia, on te laisse genre un peu carte blanche pour faire ce que tu veux un peu l'année prochaine. Donc, je leur ai proposé des activités LinkedIn, par exemple, des interventions où je vais parler aussi de l'importance de l'expérience professionnelle, tu vois, avec tes études. Et ils m'ont laissé aussi un gros projet que je suis trop contente de faire. C'est de créer en fait un événement qui s'appelle Entrepreneur Day. Génial. Donc j'ai trop hâte parce que en plus moi j'ai fait de l'événementiel, tu vois, donc c'est genre typiquement les choses qui me font vibrer, etc. T'es dans ton élément. À fond. Entrepreneurial, événementiel. C'est ça. J'ai que dire. Vraiment, je suis trop contente. Et du coup, je prépare ça. Donc c'est en janvier et en mars, mais c'est toute une préparation en amont. Même je vais préparer un peu les pitchs et tout, etc. avant. Faut s'organiser déjà sur comment ça va se passer, si on fait ça en table ronde, si on fait ça en conférence. Tu vois, parce que là, on va gérer plus de 500 personnes, tu vois, donc faut les gérer, les 500 personnes, faut leur donner envie. Et en fait, tu vois, tenir des étudiants, c'est pas tenir des adultes. D'accord. C'est beaucoup plus compliqué, surtout quand t'as tes potes à côté, hein, tu vois. Moi-même, je l'ai vécu, hein, quand on avait des interventions, genre, ta pote, elle dit une connerie à côté, tu vois. Tu peux pas tenir, tu vois. Donc, il va y avoir ce gros travail où j'ai été étudiante, je sais comment ça se passe. Il faut que je donne envie aux gens de rester jusqu'au bout et de vraiment donner une oreille attentive. Parce qu'il y a ce côté où je dois des comptes à l'école, mais je dois des comptes aussi à mes amis entrepreneurs, tu vois. Genre, ils vont pas prendre une journée de leur vie pour venir et qu'il y a personne qui les écoute, tu vois. Donc, c'est un gros travail, mais ça va être trop bien parce que c'est grave mon élément et c'est grave encore ce truc, tu sais, de partage où j'ai envie de donner aux étudiants, tu vois, les clés pour se lancer. Je sais que moi, il y a beaucoup de mes amis étudiants qui ont envie de lancer un business mais qui s'y connaissent pas, tu vois. Donc, c'est l'occasion vraiment de leur dire, écoutez, genre là, je vous donne mon réseau et je vous donne tous les tips que eux ils m'ont donné. Et puis, genre, si vous avez des questions après, genre, n'hésitez pas, tu vois, on est là pour ça et on va leur offrir un suivi avec. Donc il y a ce gros projet là qui arrive. Après j'ai pas mal de conférences aussi à l'étranger et partout en France, donc ça je suis grave contente, tu vois, genre ça donne de la valeur à ce que je fais depuis genre tant de mois. Tu vois, les gens ils disaient ouais mais tu te mets sur LinkedIn mais tu fais rien, tu convertis pas, t'as pas d'argent. Ouais les gars, là, ça viendra. J'adore. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est que pour moi tout vient à point qui sait attendre. Je travaille, je fais crédibiliser mon travail et puis en vrai l'argent viendra après, tu vois, j'en doute pas
Et voilà, donc il y a ça qui se met en place. Après, j'ai 2-3 petits trucs un peu privés et confidentiels que malheureusement je peux pas en parler, mais qui viendront aussi courant cette année. Et puis en fait, dès lors où il y aura le lancement vraiment de ma marque, en vrai, on est déjà en train de travailler sur d'autres produits. Donc il y a ce truc aussi où je me dis il va falloir travailler, quoi. Comme je dis en SWAT, c'est pas une année sabbatique, ce n'est vraiment pas une année sabbatique. Je sais même pas si tu vas prendre des vacances, parce que lancer une marque, pour en avoir lancé déjà, il y a énormément de travail à faire. Toute cette partie marketing comme vente, growth, go-to-market, etc., benchmarking, travailler sur le packaging. Il y a tout un univers à créer. Il y a énormément de choses à faire. Et au-delà de ça, commencer à organiser également des événements pour en avoir fait. J'adore ça. J'ai été responsable événementiel export. Ah, trop bien. Franchement, c'est hyper lourd. C'est vraiment génial. Tu kiffes en plus. J'ai kiffé. Et en fait, c'est une expérience que j'avais au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Trop bien. Et j'ai organisé des événements pour une grosse boîte. Trop et bien. Franchement, ils vendaient des ERP, des logiciels de gestion, etc. C'était hyper intéressant. Et on est toujours en contact avec d'autres cultures, d'autres personnes, avec l'humain. C'est génial. Mais c'est tellement... c'est une décharge de fatigue. Tu dors avec l'événement et tu stresses jusqu'à au moins J+2 semaines ou un mois après l'événement, parce que quand l'événement est fini, ce n'est pas fini. Tu as énormément de choses à faire. Donc, d'avoir les retours d'expérience, etc. Mais carrément. De valider, en fait, parce qu'on m'a fait confiance, ok, c'est cool. Mais c'est quoi la suite, tu vois, de ça? Exactement. C'est trop stressant. J'imagine, en tout cas, si t'as besoin de tips ou des choses comme ça, n'hésite pas, tu me diras. Je note. Il n'y a pas du tout de souci. On a même, au sein de la boîte, on a une petite template événementielle où on sait qu'on lance pas un événement si tout n'est pas ouvert dessus. Donc si tu as besoin, tu me dis, je t'envoie ça. Et puis voilà. Mais franchement, ça va pas être de tout repos. Je te souhaite du courage. Et j'ai envie de faire un gros big up également à ton école, parce que c'est pas toutes les écoles qui sont comme ça et qui donnent autant de responsabilités. Et je pense que tu vas en avoir. Est-ce que tu appréhendes cette responsabilité? Est-ce que tu as peur? Comment est-ce que tu te sens? Parce que tu as un livrable quand même à donner. Je stresse énormément. C'est que, tu vois, la plus grosse partie, tu vois, c'est quand on a fait ces rendez-vous avec l'école et que j'ai dû être crédible, j'ai dû montrer qui j'étais, ce que j'avais fait, les résultats, etc. C'est beaucoup plus simple qu'on te dise oui que de le faire, tu vois. Et en fait, là j'ai les dates qui arrivent, donc dès la semaine prochaine, où je stresse à fond, quoi. Tu vois, alors que je me dis, ok, genre, je sais ma valeur, je sais ce que je vais leur proposer, même aux enfants, etc. Aux enfants, n'importe quoi. Disons les étudiants. Aux étudiants. J'ai travaillé avec les enfants, donc c'est pour ça que des fois je switch. Mais non, je sais ce que je vais leur proposer, etc. Donc... en vrai, je me dis, ça va aller, tu vois, sauf ça. Mis à ce stress où je me dis, on me regarde, premièrement. Et puis, j'ai envie aussi que les étudiants qui sont en face de moi comprennent vraiment ce que je leur raconte, tu vois. Et que je suis pas là pour raconter juste des trucs, tu vois. Genre, c'est typiquement le cas, hein, genre quand t'arrives en école et qu'on te fait la rentrée pendant 2 jours, on te dit, alors, du coup, tu vas faire ça. Tu sais que c'est très important ton avenir. T'écoutes, mais sans trop écouter. Tu sais que c'est important, mais... jusqu'au moment où t'es pas confronté à ce qui va t'arriver, crois-moi que tu y penses pas vraiment, tu vois. Et en fait, c'est tout l'enjeu de mon intervention au sein de l'école, c'est vraiment de leur dire que je suis à votre place, en vérité. Genre, c'est pas parce que j'ai pris une année de césure entre mes études que je suis pas comme vous. Moi, j'ai cherché une alternance comme vous, j'ai galéré comme vous. Je me suis toujours posé des questions sur mon avenir, et encore plus quand t'es entrepreneur, tu vois. Moi, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas si ça va vraiment marcher ou pas, je sais pas si après je vais trouver un travail. Enfin, tu vois, j'ai envie de leur dire que je les comprends, et que ce que je leur dis, c'est vraiment parce que je l'ai vécu et que j'ai pas envie qu'ils fassent des fois les mêmes erreurs que moi, tu vois, par exemple. Donc c'est un double challenge, mais j'espère que ça va bien se passer. Je pense que ça va bien se passer. J'ai l'impression que tu as la tête sur les épaules. Et puis on le rappelle, 21 ans, hein, c'est pas 27, 28 ou 30 ans, 21 ans, c'est assez jeune. Il y a avoir autant de projets en tête, avoir autant de responsabilités aussi, parce que faire un événement de plus de 500 x 2, parce qu'il y a 2 événements, en plus lancer une boîte,
c'est pas vraiment de tout repos également. Donc j'ai une autre question qui m'arrive en tête. Si je comprends bien, voilà, déjà ton année s'articulerait dans ça concrètement. Donc pour comme on a échangé au téléphone, je pense que tu es au courant que chez TBP, on pense qu'il existe au moins 4 leviers de croissance pour qu'une entreprise puisse atteindre faire de la croissance, tout simplement. La communication, parce que si tu communiques pas, on ne sait pas où t'es. Le marketing, parce que si tu ne sais pas comment te positionner, si tu ne sais pas comment appréhender le marché, comment intégrer même le marché, comment y faire sa place, j'en parle assez rapidement, avec la concurrence, toutes ces choses-là, c'est compliqué. En ce qui concerne la vente, tu vends pas, tu crèves. Concrètement, t'as beau avoir le meilleur des produits, t'as beau faire la meilleure des ventes, la meilleure des études de marché, toutes ces choses-là, des benchmarks, t'as beau communiquer comme il faut, si tu vends pas, tu crèves concrètement. Et la dernière partie, c'est tout ce qui touche l'aspect growth. Quand je parle de growth, c'est growth hacking. Bon, c'est un mot qui est assez vulgaire, qui est assez général, mais nous on centralise ça sur la thématique des process, optimiser la process, le process des entreprises. J'aimerais savoir si toi tu as déjà réfléchi un petit peu à ces 4 leviers pour ton entreprise. Comment est-ce que tu comptes par exemple communiquer sur ta boîte de thé, par exemple? Ouais, carrément, j'y ai pensé et on est en plein dedans en vérité, tu vois. Moi, vraiment, au niveau communication, déjà, je me suis positionnée sur 2 choses. C'est que le contenu organique naturel, donc avec tout ce qui est UGC, etc., pour moi, ça marche du tonnerre. Parce qu'aujourd'hui, la personne qui achète, donc le client, a besoin de se sentir rassuré dans ce qu'il va acheter. Donc, j'ai pas envie de donner une image inaccessible ou trop fake, tu vois, à mon produit. Donc bien sûr, l'image, la charte graphique est hyper importante pour ton produit, mais il faut qu'elle soit réelle, tu vois. Et du coup, on a pensé à partir sur contenu organique et contenu forcément en ads, tu vois. Donc ce sera 2 choses complètement différentes, mais 2 choses sur lesquelles il faut absolument travailler pour du coup convertir en client forcément et en vente. Ensuite, tu vois, pour moi, quand tu fais une com, il y a tellement de choses à penser parce que, ok, le client a acheté, mais déjà il faut savoir s'il a regardé qu'un produit, combien de temps il a passé sur ton site, qu'est-ce qu'il est parti visiter, le nombre de clics, est-ce qu'il est passé directement, tu vois, par l'achat rapide, tu vois, en ads, etc. Et puis il y a ce truc aussi où genre faut des avis clients, il faut ensuite récupérer leur mail, par exemple tu vois, créer une newsletter. Enfin, il y a tout un truc à réfléchir par rapport à ça et qui est super important parce que tu sais, moi on m'a toujours dit il faut que, comment dire, c'est Nina Ramen qui l'a dit, qui me l'a dit en événement, qui a dit écoute, demain tout s'écroule et il reste que les mails. Imagine, t'as pas les mails de tes clients. Tu vois, c'est compliqué, tu vois, genre imagine Instagram ça marche plus, il faut que t'aies un mail, tu vois, genre le mail c'est le premier truc que tu vois par exemple le matin, le nombre de mails que t'as reçus, tout le monde est obligé de consulter les mails, maintenant tu reçois tout, soit les impôts, l'électricité, etc. Enfin t'as tout par mail, donc c'est hyper important de prendre ça en compte et de dire que ton client, il faut que tu le fasses un suivi. Après, il y a le travail aussi de ok, tu fais une newsletter, il faut que la newsletter elle soit, tu convertis en nombre de clics, tu vois, enfin c'est hyper important d'en faire une jolie et de raconter vraiment, comme je t'ai dit, tu vois, des histoires, faire un bon storytelling, etc. par rapport à ça. Mais c'est vraiment d'accompagner aussi en fait le client dans ton histoire et de le faire ramener comme si il était important, tu vois, parce que pour moi en vrai c'est ça, si t'as pas de client, t'as pas de business. On est d'accord. Donc c'est hyper important de les faire sentir à l'aise et puis les faire sentir importants surtout dans ton business. Et puis tu sais, j'ai pensé aussi à être tellement transparente dans le sens où moi j'ai envie de faire des vlogs, tu vois, quand je vais chercher mon thé. Cool, trop cool. C'est ça, j'ai envie de leur montrer, tu vois, quand je suis en train de moudre le grain. Exact, pas le grain parce que du coup c'est des feuilles, tu vois, mais moudre les feuilles, etc. et de vraiment leur montrer le processus et pour leur montrer à quel point c'est un travail compliqué qui n'est pas évident et qui justifie le prix. Parce que c'est ça, moi j'ai pas envie qu'on me dise ouais t'es cher, ok je suis cher mais pourquoi, tu vois, et en vrai je suis pas chère parce que si tu sais combien je me mets dans ma poche au final, c'est pas énorme, tu vois.
c'est pas énorme, et puis surtout qu'il y a un vrai travail derrière. Enfin, et même j'ai pas envie de faire de l'esclavage moderne, ça je l'ai dit un millier de fois, mais j'ai envie que les personnes qui travaillent pour moi et qui sont en train de produire monter, elles soient dans de bonnes conditions, et puis qu'il y ait ce truc aussi, on s'entende bien ensemble, tu vois. J'ai pas envie de mettre forcément de hiérarchie avec les gens avec qui je travaille. Pour moi, on travaille tous ensemble. Enfin, il y a pas de... Ok, c'est moi tu vois, la gérante de la boîte, mais en fait, sans toi, la boîte, elle tourne pas aussi, tu vois. Même une stagiaire, même si la stagiaire, elle est là, elle bosse avec moi, pour moi, elle contribue aussi à la réussite de ma boîte, donc c'est hyper important. Et puis après, forcément, tu fais tout ce qui est benchmark, etc., c'est constant. Pour moi, il faut en faire régulièrement, tu vois, parce que l'évolution du marché, elle est en constante. Enfin, elle est constante, tu vois. Rien que là, il y a quelques semaines, tu vois, dans mon marché à moi, il y a un gros concurrent. C'est typiquement ce que j'ai rêvé de faire, etc. Donc ça va être très compliqué de être égal, tu vois. Mais bon, après, moi, je doute pas dans le sens où je sais ce que je produis, tu vois. Mais là, je viens de me rendre compte qu'il y a un autre concurrent, tu vois. Donc, quand il y a un autre concurrent qui rentre sur le marché et qui lui-même a fait une analyse concurrentielle par rapport au même concurrent que toi et qui, du coup, va vraiment répondre, en fait, aux besoins, par exemple, de leur communauté, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué, surtout que cette personne-là est influenceuse, donc il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Il y a déjà une grosse communauté derrière, il y a d'autres choses... qui rentrent en jeu et qui sont pas faciles à digérer et qui mettent un gros coup, je t'avoue, parce que quand tu vois ce que t'as prévu, que la personne le fait, t'es en mode, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. D'où l'importance du positionnement par la suite. Exactement, c'est très 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 important, il faut toujours réfléchir, il faut toujours voir, il faut toujours aussi prendre les commentaires, les avis clients de tes concurrents, et même pourquoi pas des fois échanger avec tes concurrents, parce que tes concurrents ne sont pas tes ennemis. On est d'accord. On est d'accord. Moi je m'entends bien avec mon plus gros concurrent, tu vois, je l'ai déjà rencontré, tout va bien, pas de souci, tu vois, et même eux ils sont pas fermés en fait à ce que tu crées ton entreprise. C'est pas parce que tu crées le même truc que c'est bon, c'est la fin du monde, tu vois. On est 8 milliards sur Terre, donc t'inquiète pas, il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Carrément. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, parce que souvent on a peur de la concurrence, on a peur d'un nouveau entrant sur le marché. Moi, ce que je conseille aux entrepreneurs que j'accompagne très souvent, c'est tous les jours il y a un nouvel être qui meurt, il y a tous les jours une nouvelle personne aussi qui naît, il y a un concurrent, and so what? Il y a de la concurrence. Je trouve que la concurrence, c'est bien. Pour moi, c'est bien parce que ça pousse justement l'être humain ou ton entreprise à innover, à aller chercher ce qui ne se fait peut-être pas, à aller se dépasser, à aller chercher un nouveau positionnement, à aller au-delà d'où il peut être à un instant T. Je trouve que c'est hyper important. Il y a même des concurrents qui bossent ensemble. Quand je dis qu'ils bossent ensemble, je vois des agences plutôt dans le marketing, etc., qui parfois, lorsqu'ils n'arrivent pas à délivrer un rendu à un client, eh bien, ils l'envoient vers une autre agence. Pas parce qu'ils se détestent ou parce que quoi que ce soit, mais ils bossent ensemble. Comme tu le dis, il y a plus de 8 milliards ou plus ou moins 8 milliards d'habitants sur Terre. Il y a énormément de clientèle, il y a énormément d'entreprises. Ce n'est pas parce que tu crées ton entreprise que ça va chambouler le monde, ou ce n'est pas également parce que ton entreprise ferme que ça va chambouler le monde. Donc je te suis dans ça, et j'aimerais justement que tu me dises un petit mot sur l'appréhension de la concurrence. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, t'appréhendes toujours un petit peu, forcément, parce que dis-toi que comment tu réfléchis, les autres réfléchissent comme ça aussi, tu vois. Maintenant, c'est toujours bon parce que forcément, là, c'est des marques qui sont déjà lancées. Celle qui s'est lancée récemment, c'est une nouvelle marque, mais pareil, tu arrives à voir un petit peu les demandes. Donc toi, ça te permet de jauger aussi un petit peu. Ça te permet aussi de tester de nouveaux produits, parce que le but aussi, c'est de délivrer le meilleur produit, tu vois. Donc moi, ça me permet, du coup, j'ai une nouvelle marque à tester, je teste le goût, etc. Bon, là, la rupture de stock, donc ça sort bientôt, donc je vais pouvoir acheter le produit, tu vois. Mais t'appréhendes un peu, mais au final, c'est toujours bien d'en avoir parce que ça te donne un retour sur expérience sans même que toi, tu l'aies fait. Donc, c'est cool.
Maintenant, c'est toujours assez compliqué, hein, bien évidemment. Ça te permet en fait aussi de se dépasser, etc. Mais ça te met dans des grosses remises en question où tu te dis, ok, il faut toujours que je ramène de la plus-value en fait à mon produit, tu vois. Donc c'est quelque chose qui se réfléchit énormément. C'est quelque chose que tu brainstormes aussi avec tes associés et tous tes collaborateurs. Mais c'est quelque chose pour moi qui va t'emmener vers l'avant si tu t'en sens capable. Bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui arrêtent à partir du moment où ils voient que c'est trop lourd, tu vois. Mais non, c'est toujours assez positif. Clairement, super, top. Bon retour. Autre petite question par rapport au branding. Est-ce que tu as déjà pensé à l'univers de ton produit? Bon, tout à l'heure, tu m'as dit que vous avez déjà commencé à travailler sur des moodboards, etc. Donc, je pense que vous avez déjà travaillé sur ça. J'aimerais savoir un petit peu, allez, spoil-le-nous, comment est-ce que tu as réfléchi, tu as pensé au branding de ta société et surtout, comment est-ce que tu peux conseiller aussi les entreprises ou les jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer, hein. Quand je dis jeunes, c'est plus en termes de mindset, en termes de niveau, parce qu'il peut y avoir des nouveaux entrepreneurs à 40 comme à 50 ans. On parle pas jeune dans l'âge. Hein. Non, c'est surtout jeune au niveau entrepreneurial. Ouais. Comment est-ce que toi, tu fais ton branding déjà? Quel est ton univers dans cette boîte de thé? Et surtout, comment est-ce que tu conseillerais une société qui veut se lancer pour faire son branding? Moi, je partirais sur du personal branding pur et dur, parce qu'aujourd'hui, de ce que j'ai pu constater sur le marché ou même un peu autour, hein, c'est que dès lors où les gens adhèrent à ta personne, ils adhèrent à ton produit. Et on l'a vu, hein, maintenant, quand tu vois toutes les influenceuses commencent à créer leur marque, c'est pas pour rien. C'est la base de tout, c'est ton image de marque, etc. Pour moi, si tu t'es bien dans tes baskets et tu sais que t'as de la valeur ajoutée, tu vois, et que tu fais pas n'importe quoi, il y a aucune raison que tu ne parles pas de toi. Et puis ton entreprise, c'est toi aussi, tu vois. C'est ton état d'esprit. Pourquoi tu as réfléchi à ce projet? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Et c'est quoi le devenir de ta boîte, tu vois? Moi, aujourd'hui, je réfléchis aussi à un aspect très écolo de ma boîte où j'ai envie d'être transparente. J'ai envie même tout ce qui est aussi logistique. J'ai envie que ce soit avec des boîtes éco-responsables. Enfin, tu sais, il y a tout ce truc-là aussi qui fait que forcément, les personnes qui s'intéressent à ça, c'est des personnes, du coup, qui vont adhérer à ton projet et qui, du coup, vont se convertir en clients. Et puis aujourd'hui, tu vois, c'est ça, c'est que j'ai de la chance d'avoir une certaine audience. Donc pourquoi je m'en servirais pas? Pourquoi pas? C'est ça, c'est trop important, tu vois. J'ai de la chance d'avoir ça. Je pars pas du coup de rien, même si j'ai pas grand chose. Je ne pars pas de rien. Et puis autant m'en servir pour faire quelque chose de bien. Et puis comme je t'ai dit, tu vois, les gens ils attendent du coup mon projet parce que du coup ils attendent d'acheter parce qu'ils ont compris mes envies, qui j'étais. Ils savent que je suis pas une mauvaise personne, que j'ai envie de faire les choses bien et que j'ai mis du cœur, tu vois, à la tâche pour trouver un produit de bonne qualité. Donc le personal branding, c'est hyper important si tu veux construire ta société de cette manière et que si tu veux essayer de vendre au maximum. Super, top. J'aimerais que tu nous parles justement de personal branding. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui sont avancés et d'autres qui ne savent pas ce que c'est. Que tu nous décrives un petit peu. C'est quoi le personal branding et pourquoi c'est... tu l'as indirectement dit, hein, c'est important de le travailler parce que là actuellement on est dans un monde où on suit l'entrepreneur plus que son projet. On achète parce que c'est la personne et parce que c'est pas le projet, mais on veut vivre l'aventure de la personne. Donc moi j'aimerais que tu me parles de personal branding. Pourquoi est-ce qu'il est important de le cultiver? C'est quoi? Alors, c'est quoi? C'est assez simple en vrai comme réponse. Tu vois, le personal branding, en fait, c'est ton image de marque par toi-même. Tu vois, par la personne qui a créé la société. Et même si t'as pas créé de société, hein, tu vois, moi, aujourd'hui je fais du personal branding par exemple sur qui je suis. On va dire que ma société c'est moi-même, tu vois. C'est ça. Mais c'est vraiment se construire autour de soi et de ce qu'on a fait, tu vois. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le maître de qui on est et de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est hyper important de le démocratiser et puis surtout que ta société elle va tourner grâce à toi. Donc toi, qu'est-ce que t'as fait en fait pour ta société elle tourne? Tu vois, t'es passé par des étapes, c'est pas grave, t'en fais pas. T'es passé par des étapes, t'as réfléchi ton concept, donc il s'est passé tellement de choses, et en fait c'est très important de le cultiver. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, en fait ça permet de te créer une certaine audience, et que les personnes aussi puissent avoir,
soient plus confiantes. Tu vois, elles se disent ok, bon bah maintenant je connais un peu plus la personne, je sais ce qu'elle a fait dans sa vie, je sais pourquoi elle l'a fait, et bah je sais que je serai plus apte à aller à aller acheter en fait son produit, tu vois. Donc ça va être ça, imaginons là j'ai une marque de thé matcha qui est très connue mais dont tu connais pas forcément l'histoire, tu connais pas forcément les fournisseurs, tu comprends pas un peu l'univers, juste tu sais que c'est un bon matcha, et que tu vois une personne tu vois genre qui s'est donné un fond entrepreneur, en plus moi j'ai 21 ans, je sors de mes études etc, qui me suis donné à fond, je suis partie au Japon aller chercher mes fournisseurs, j'ai tout filmé, bah tu te dis ah ouais bah j'ai plus envie d'aller vers ce produit là, tu vois. Donc c'est vraiment ramener l'histoire de qui tu es, de ce que t'as fait, et ensuite le développer au quotidien. C'est comme si tu vois quand tu rentres le soir, tu parles forcément à un ami, ta femme, ton mari, peu importe, tu racontes ce qui s'est passé dans la journée. Ou bien, c'est la même chose. Ou bien tu parles tout seul si t'as personne. Voilà. Ça, on le dit pas trop. Ouais. Non, je rigole, mais c'est ça en fait, c'est l'art de raconter ce que t'as fait, et par toi-même, tu vois. Quand tu racontes le soir à peu importe qui, du coup, enfin, bref, bah forcément, les gens, tu peux leur parler de la même manière, et ils seront tout aussi contents en fait de savoir ce qui s'est passé dans ta boîte. Et c'est aussi une manière, comme je dis, de les importer dans ta boîte et de les sentir importants, de les faire sentir importants. Carrément. J'aime beaucoup ce que tu dis aussi, parce que il existe des entreprises, des entrepreneurs justement qui ne veulent pas se mettre en avant, ils ont peur, ils veulent pas, ils veulent pas. Et moi, ce que je m'entête à leur dire, travaillez votre image, mettez-vous en avant. On arrive vraiment pas dans un siècle, mais plutôt dans une période entrepreneuriale où on achète l'expérience de la personne et pas le produit. Parfois même moi, ça m'arrive de faire appel à des consultants, ça se passe mal, mais je me dis, c'est lui, c'est pas grave. La prochaine fois, ça va mieux se passer parce que je le connais, parce que je le suis, et je vois les galères qu'il fait, je vois comment il se bagarre, je vois en fait je vois sa vie, je le considère un petit peu comme un aventurier, et c'est hyper passionnant, et ça permet très souvent d'atténuer aussi les effets négatifs de l'entrepreneuriat, et puis voilà, je trouve que c'est hyper intéressant et important de faire ça. Et du coup, moi, j'aimerais savoir, on en a un petit peu parlé, mais surtout dans cette partie personal branding, le personal branding que tu vas travailler pour ta marque, ça va être quoi? J'ai entendu, il y aura cette partie écologique, cette partie où il y aura pas on va pas beaucoup mettre on va pas beaucoup parler on va pas faire d'esclavagisme moderne, et je trouve que c'est hyper important parce que ça se fait vraiment, et on voit ça sur tous les médias. Demain, quand j'arrive sur ton site ou sur tes réseaux, qu'est-ce que tu veux me faire ressentir? Peut-être que je serai ton premier client. Ah bah peut-être, et j'espère. J'ai envie de te faire ressentir une atmosphère déjà où tu te sens bien, où c'est un peu ta safe place, tu vois, c'est les univers que j'aime bien créer dans tout ce que je fais, tu vois, même avec mon podcast, on parle sans tabou, on parle entre deux personnes, amis, ou même si des personnes que je connais peu, tu vois, j'ai envie de les mettre à l'aise, donc safe place, et bah là c'est pareil, j'ai envie d'un univers où on se sente bien, où on comprend en fait pourquoi ce produit il est né, et tout le processus pour moi c'est hyper important, parce que du coup ça va forcément aussi un peu éduquer les gens sur la création du thé, parce que on connaît en France le thé le thé, tu vois, que tu mets en sachet et que tu trempes dans l'eau, mais en fait le thé c'est tout un art. Et j'ai vraiment envie de ramener l'art du thé du Japon en France, et de montrer aux gens qu'est-ce que c'est vraiment, parce que là-bas c'est tellement respecté et tu fais pas n'importe quoi, tu vois. Donc j'ai envie de ramener ça en France, et de montrer en fait quelque chose de différent, une nouvelle culture, de nouveaux goûts, comme je t'ai dit avec le goût umami, tu vois, qui représente en fait tellement de choses mais qu'on peut pas décrire. J'ai vraiment envie de ramener ça, et qu'on puisse se dire elle est tellement transparente que ça donne envie, tu vois, et puis même que limite toi t'as envie de le faire aussi derrière ton écran, tu vois. Tu dis moi aussi j'aimerais bien aller moudre le thé, etc., tu vois. Tu vois, pourquoi pas créer des ateliers plus tard, tu vois, on sait pas, genre il y a tellement de choses à faire en vérité, mais j'ai envie que, comme je dis en fait, c'est que le client se sente important, et pourquoi pas même au fur et à mesure les faire venir sur la page, il y a pas de souci, tu vois. Super, j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau ce thé. Ma mère adore le thé. Elle a tous les thés possibles. Elle a du matcha?
Je ne pense pas, mais elle a vraiment tous les types de thé possibles. On en a enfin, un placard, il n'y a que du thé. Mais c'est génial. Et ce placard, en fait, il est fermé. Et c'est elle qui l'ouvre. Elle a thé pour dormir, elle a un thé pour se sentir bien, un thé pour les migraines, un thé pour perdre Mais du c'est poids. génial. Elle a tout ce qu'il faut. Donc lorsque thé, tu c'est lanceras, l'avenir. tu n'hésites surtout pas. Tu m'envoies un message. Mais avec grand plaisir. Je lui ferai débloquer la carte bleue pour toi. Est-ce qu'elle va ouvrir du coup la petite clé? Franchement, il y a un deal à faire. Non, mais c'est trop bien. Mais Et puis même, tu sais que ce thé, il a tellement aussi de bienfaits. C'est que c'est antioxydant et en fait, ça a prévenu tellement de cancers. Tu te sens bien, etc. Et ça remplace le café. Il faut pas oublier que tu vois, le café, ça te donne un boost d'énergie entre 1 heure et 3 heures, alors que le thé matcha, genre c'est en continu, c'est entre 4 et 6 heures. Ok. Tu vois, et ça, c'est pas négligeable, tu vois. Et je comprends l'addiction qu'on a au café en France. On est fou avec ça. Aujourd'hui, je pense que même les terrasses ont existé à cause de ça, tu vois. Le petit café noisette à 2 €, là. Ouais. Mais j'ai envie aussi de prévenir les gens sur leur santé, tu vois. Il y a tellement de choses qui se passent, on mange pas forcément tous bien, mais on a la chance en fait d'avoir différents produits pour contrebalancer tout ça. Et puis je pense qu'on a tous pas envie de mourir d'un cancer. Après, bien sûr, on sait pas de quoi est fait demain, tu vois, mais si on peut essayer de prévenir en fait ces maladies-là, etc., et de prendre soin de son corps intérieur, et faut le faire, etc. Et je pense que c'est aussi accessible à tous parce que les gens pensent que c'est des efforts considérables, mais moi je pense que petit à petit ça se fait. Et je pense que déjà éliminer le café ça serait une bonne chose, tu vois, genre même moi j'ai bu énormément de café dans ma vie. Je dis pas que j'ai arrêté à 100%, mais un de temps en temps, tu vois. Plus 3-4 par jour. Je chuchote. Ah ouais, 3-4 par jour. Oui, c'est ça, tu vois. Et puis même, tu mets un sucre, donc forcément, ta consommation de sucre, etc. Enfin, il y a tellement de facteurs, en fait, tu te rends même pas compte, tu vois. Donc, passer au thé, pour moi, c'est l'avenir. Ça a ce côté aussi hyper apaisant où, en fait, tu te ressources avec toi-même. Le thé matcha, c'est ça aussi. C'est un moment où, même, tu sais, c'est un moment de méditation avec toi-même. Tu bois ton thé le matin. En plus, il y a tellement de manières de le boire, donc c'est vraiment comme tu veux et selon tes goûts. Donc c'est vraiment un moment avec toi-même où tu te dis, ok, genre là, je suis prête pour commencer la journée. Et en fait, automatiquement, tu verras l'énergie progressivement venir dans ton corps grâce au matcha. Et tu sais, c'est pas ce truc où en mode à 14h, t'as le coup de barre, tu vois. Genre non, ça t'aide vraiment à garder cette énergie constante tout au long de la journée. Et en plus, ça, tu fais du bien à ton corps, donc why not? Super, carrément. Bah écoute, comme je l'ai dit et je le répète, on ira goûter. Du coup, j'ai d'autres questions. Il ne reste pas beaucoup de temps, une vingtaine de minutes grand maximum, mais je vais essayer de faire vite et être assez concis. Mais si tu savais, comme je le dis dans tous mes podcasts, j'ai encore une dizaine et des dizaines de questions à te poser, mais voilà, on n'aura pas la possibilité de... si les gens... Franchement, oui, ça me tente de dingue. Par exemple, aujourd'hui, voilà, on fait un petit... Enfin, là, on parle de ton projet qui est sur les voies du lancement, la voie du lancement. Mais pourquoi pas, d'ici 6 mois, ou à un moment donné, faire un retour d'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu le lancement, quoi. Franchement, ça me tente de ouf. Avec grand plaisir. Super. Du coup, j'aimerais savoir maintenant, on a parlé un peu de marketing, de communication. Bon, on n'a pas la possibilité de rentrer vraiment dans le deep. Mais j'aimerais te parler déjà si tu as déjà réfléchi à des canaux de vente. Bon, tu m'as parlé du site internet déjà. Donc, est-ce que tu as d'autres canaux de vente que tu souhaiterais mettre en place? Alors, du coup, pour l'instant, non. Okay. On est uniquement, du coup, une boutique e-commerce. Okay. Après, bien sûr, tu réfléchis à l'après. L'idéal, en fait, de ce qu'on a réfléchi et de voir si ça prend une bonne ampleur serait, pourquoi pas, de créer des pop-up. Tu vois, un peu partout en France. Donc, on commencerait bien sûr avec Paris, tu vois. Mais pour, en fait, développer la marque et de créer, tu sais, par exemple, des activités autour de ce thé matcha et de vraiment, du coup, rapporter encore une fois l'art et la culture, en fait, du thé japonais en France. Donc, c'est quelque chose sur laquelle on a pensé. Après... une boutique permanente, je pense que c'est le rêve de tous. Ça se fait pas comme ça, malheureusement. C'est des frais qu'on peut pas assumer à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est des choses auxquelles on pense. Et puis, pour l'instant, on essaye de faire notre place d'un point de vue vraiment e-commerce. Et je pense qu'ensuite, on testera les pop-up, je l'espère, d'ici l'année prochaine. Ok, super. Est-ce que tu peux me parler rapidement, mais disons de l'importance du je ne vais pas dire du digital, mais d'avoir un site internet là,
de nos jours, les gens ne prennent pas encore, ne comprennent pas cette importance. Et toi, tu vas te lancer en e-commerce direct. C'est quoi l'importance d'avoir un site internet ? Déjà, en fait, le site internet, pour moi, c'est pas uniquement, par exemple, si tu as une marque. Tu vois, aujourd'hui, on a tous des réseaux sociaux, etc. Tu peux te créer un site internet juste pour montrer qui t'es, ce que tu as fait, ton histoire, etc. Et en fait, ça permet tout simplement de te faire, de te mettre en avant. Déjà, forcément, tu travailles ton SEO, etc. Donc, ça peut te mettre sur pas mal de moteurs de recherche. Donc, ça te met en avant, en fait, sur une autre plateforme, entre grosses guillemets, qui est Internet, Google, etc., tu vois. Et puis surtout que c'est hyper important parce que aujourd'hui, si tu veux vendre, à part du coup te faire des boutiques, etc., qui sont un coût beaucoup plus important, et tu peux passer par là, tu vois. Un site internet, ça se travaille, faut pas faire n'importe quoi, et c'est pour ça qu'il y a des développeurs web qui existent, tu vois, on peut pas tout faire de nous-mêmes, mais c'est hyper important pour aussi rendre un peu l'image de ta marque, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé, les nouveautés, le produit, etc. Donc pour moi, c'est hyper important et je comprendrais même pas s'il y avait des boîtes sans site internet, tu vois. Super. Les amis et un site internet. Et un site internet. Hyper important. Et du coup, je propose qu'on avance. Là, ma prochaine question, c'est plus sur la partie growth. Mais étant donné que t'as pas encore, vous n'êtes pas encore à fond sur le marché, tu pourras pas vraiment m'en parler. Ouais, sauf que je suis pas une experte dans ce domaine-là. Mais concrètement, tu fais déjà des posts sur LinkedIn, etc. J'aimerais que tu me donnes un petit peu, comment est-ce que tu as réussi à hacker LinkedIn ? Est-ce que tu as des best practices ? Je sais pas, par exemple, si pour produire, si tu programmes tes posts, voilà. Comment est-ce que quelles sont tes best practices ? Alors déjà, il faut savoir que l'algorithme change énormément. Il y a eu une grosse période là, avant l'été où en fait il y avait personne qui faisait des impressions. Ça veut dire ton post il passait, tu faisais quoi, 200 impressions alors que d'habitude non, tu vois. Donc faut savoir que ça change énormément, il faut s'habituer, etc. à l'algorithme. Après là, ce qui est en train de changer un petit peu et ce que je me rends compte, c'est que tu vois, avant LinkedIn c'était contre la vidéo. Et là, de plus en plus, je vois vraiment des créateurs de contenu qui font des vidéos, etc. Donc ça commence à marcher petit à petit. Donc je pense que ce serait aller vers ce sens-là, tu vois. D'aller vers la vidéo, se montrer un petit peu, parce que forcément, c'est toujours mieux une vidéo qu'une photo, tu vois. Mais je pense que forcément, après, il y a des jours, tu vois, pour poster, il y a des heures. Bon, après, même si les gens ils disent non, il y en a toujours, tu vois, les gens ils sont toujours, on va dire, présents à partir de 7h30 jusqu'à 9h30, tu vois, on va dire tout le monde se réveille, va prendre son café, voilà, hop, tu scrolles un peu sur LinkedIn, tu vois, donc je pense vers ces heures-là, et après forcément un petit peu vers la pause déjeuner, et ensuite le soir, une fois que, j'ai une copine à moi qui me dit une fois que j'ai couché mes mioches, je vais sur LinkedIn, tu vois. C'est un peu ça, tu vois, il y a des horaires, donc il faut que tu fasses attention à ça. Moi personnellement, je programme la plupart de mes posts. Ça veut dire que j'ai un Notion avec tous mes posts écrits sur le mois, toutes mes idées à développer, etc. Et puis je programme mes posts, mais par contre je me laisse toujours des trous blancs pour des choses qui se passent et qui sont pas prévues, tu vois. Et donc après forcément du coup tu décales un petit peu le programme, mais généralement j'essaie de me tenir un programme fixe, etc. pour justement pas manquer de contenu. Parce que aujourd'hui, ce qui est hyper important sur LinkedIn, en fait, c'est la création de contenu quotidienne. Tu peux pas te permettre de partir de 3 semaines et revenir comme une étoile. C'est ce que j'ai fait. Je dis pas ça. Et tu t'envoies les retombées, forcément. Tu vois, quand en plus moi je suis partie après un mois où j'étais presque à 1 million d'impressions par mois, tu vois. Donc partir du jour au lendemain, c'est en fait j'ai juste tué mon reach toute seule. Mais c'est pas grave, on va essayer de le reprendre, tu vois, comme il faut. Mais c'est de produire du contenu pour tous les jours ou pour tous les 2 jours, tu vois, selon ce que tu veux faire. Et puis d'essayer de comprendre aussi à qui tu parles. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas tout faire. Tu vois, les gens ils vont dire ouais, mais ils se perdent, du coup ils racontent un peu n'importe quoi. Ouais, mais moi il y a qu'une sorte de post que j'aime, etc. Donc c'est assez strict, on va dire, par rapport à ça. Mais après, tu peux tester de nouvelles choses, ça y a pas de souci. Mais après aussi, c'est beaucoup la manière dont tu vas écrire.
Les posts longs, c'est bien. Moi, j'en fais et j'ai beaucoup de mal à faire des posts courts. Mais je sais que ça marche. Par exemple, tu vois, Michel Coury, c'est lui qui m'a dit, moi, je fais jamais de posts longs. Et en fait, je lui dis, mais ouais, grave. Et en fait, c'est là que tu regardes, c'est vraiment, en fait, ta manière d'écrire au quotidien, tu vois, je pense qu'il va être de manière habituelle et que LinkedIn va comprendre. Et ta phrase d'accroche. Ta phrase d'accroche, je suis désolée, mais tout part de là, tu vois. Il y a un truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois qu'il y a un mot en fait pour dire à partir du moment où tu cliques sur le voir plus. Et en fait, ça va être hyper important parce que du coup, si les gens ne cliquent pas sur voir plus, ça va tuer le nombre de temps sur laquelle la personne va passer sur ton post, tu vois. Donc, si moi, comme j'écris des posts longs, en vrai, ça peut se lire en 1 minute, 1 minute 30, tu vois, si vraiment tu prends le temps, etc. Mais si tu vois que la personne a passé genre 15 secondes, forcément, ton post est considéré comme nul. Donc, il est mis de côté. Ensuite, ton post a une durée de vie au début de 1h30. Ok. 90 minutes. Donc, c'est pendant ces 90 minutes où il va falloir que tu ramènes un maximum de monde sur ton, sur ton post. Donc, ça va être... toi, déjà, il faut que tu ailles entretenir les autres relations. Donc, il faut que tu ailles commenter sur les autres posts, etc. Faire des commentaires de plus de 6 mots. Ensuite liker, etc. Ça, y a pas de souci. Et puis du coup forcément ça ramènera des gens sur ton post. Donc quand il y a des gens qui commentent, ne te dis pas ouais je répondrai tout à l'heure. Non, faut que tu réponds tout de suite parce que forcément ça va faire bump en fait ton post. Donc tu réponds tout de suite. Et puis il y a quelque chose que les gens font et que là je vais m'adresser à eux. Ne republiez pas le post le jour même. Ça tue le reach et en fait ça fait l'algorithme comprend comme si c'était un nouveau post. Donc tu vois tout se modifie. Alors ça se trouve que tu avais déjà fait genre 5000 impressions, là ça va le tuer, tu vois. Donc ne republiez pas s'il vous plaît. Tu sais, moi j'ai prévenu mes amis par rapport à ça. Je dis si vous venez, tu sais, ceux qui connaissent pas LinkedIn, je dis si vous venez liker mes posts, ne republiez pas s'il vous plaît. Faites-le genre 2-3 jours après ou une semaine, tu vois, mais pas sur l'instant T. Et après c'est tout là de ce que j'ai en tête à peu près. Écoute, c'est vraiment pas mal déjà, c'est pas mal. J'ai appris pas mal de choses, je pense que l'audience également a appris et je pense qu'on a fait un petit peu le tour des 4 leviers. J'ai juste envie de te parler d'inspiration maintenant. Si, disons, tu devais te parler à toi dans 5 ans. 5 ans, ça va, c'est pas assez loin. Ça fait beaucoup. Ouais. Disons dans 2 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu te dirais ? Comme conseil ou genre où je me verrais ? Dans 5 ans, en fait, tu réécoutes ce podcast, tu dis ouais, j'ai suivi mes instructions et je suis arrivé où je suis. Alors, ne lâche rien. Ça, c'est une des phrases les plus importantes. Ne rien lâcher. Croire en toi. Toujours apprendre, parce qu'il y a, je pense qu'il y a énormément de choses que je ne sais pas encore et qu'il faut que j'apprenne, et de pas avoir peur de dépenser de l'argent dans des formations, parce que tu sais, les gens pensent que les formations c'est bullshit, pas du tout, genre ça vous sert, tu vois, s'il y a des gens qui font des formations et qui ont passé genre des heures à faire, c'est pas pour rien. Donc vraiment de dépenser mon argent dans des formations et de visiter un peu le monde pour comprendre, je pense, quelque chose et peut-être me débloquer des choses pour que je sois là où je veux être dans 2 ans. Super. Franchement, écoute, c'est génial. Ça fait hyper plaisir de t'avoir. Merci. Avant de finir, comme d'habitude, c'est quoi ta punchline ? Ma punchline ? Yeah. Là, j'ai réfléchi. Ma punchline, vis ta vie au lieu de vivre la vie des autres. C'est ta vie, pas la vie des autres. Donc, la vie des autres, c'est la vie des autres. Pas la réalité, donc occupe-toi de ta vie, moi je m'en fous. Super. Vous avez entendu ? On s'en fout. On s'en fout. Écoute, franchement, je te remercie beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous. Et c'est hyper cool parce que malgré ton jeune âge, encore je le répète, tu sembles avoir vraiment la tête sur les épaules et j'ai vraiment envie de suivre ton aventure, en tout cas sur LinkedIn. Et je pense qu'on s'écrira également. Bien sûr. Donc ça fait hyper plaisir que tu aies accepté et que tu aies joué le jeu également et transmettre tout ce que tu as appris en tout cas dans ta vie, tant professionnellement que personnellement. J'ai encore énormément de questions sur ton organisation,
l'organisation, sur ton ressenti en tant que femme entrepreneur, sur l'environnement entrepreneurial dans lequel tu vis. Il y a mind blowing, là c'est dingue. Mais ce que je te propose, c'est de mettre fin à ce podcast maintenant et pourquoi pas réfléchir à un nouveau podcast d'ici quelques mois ou quelques années. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi déjà je serais ravie de faire une partie 2 parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Je suis une très très grosse pipelette. Je sais que vous en avez marre de m'écouter. Mais vraiment, non, merci d'avoir pris le temps ainsi de m'écouter, de me comprendre et de me poser toutes ces questions. C'est toujours très enrichissant. Je fais des podcasts, donc je sais à quel point c'est pas facile, tu vois, de gérer un podcast de A à Z et de rebondir aussi, de prendre le temps d'écouter alors qu'on a des questions, etc. Mais merci à toi et puis j'ai trop hâte de faire une partie 2. Super, génial. Écoute, je te remercie, on se dit à très vite. À très vite. Yes. C'est malheureusement la fin de cette sortie spatiale. Nous espérons t'avoir apporté de la valeur. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Si l'échange t'a plu, n'hésite pas à nous noter et à laisser un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à développer le podcast. Que la croissance soit ta vie.